Vous avez peut-être lu ou entendu récemment qu'on avait franchi une 5e limite planétaire sur les 9 limites définies il y a une dizaine d'années par un groupe de scientifiques internationaux. Alors peut-être que comme moi, en découvrant cette info, vous vous êtes demandé quelles étaient ces limites et puis surtout ce que ça signifiait concrètement. Ça tombe bien, on va y répondre aujourd'hui tout au long de cette émission et puis on va en parler aussi avec Caroline Nieberding. C'est elle. Caroline, c'est une scientifique spécialiste en biodiversité et qui met le doigt sur les priorités pour changer nos modes de vie. Et le décor du jour, c'est ce bâtiment. Tadam! Regardez, c'est le lavoir de Péronne-les-Binches. C'est un bâtiment qui a été construit en 1954 et dans lequel on triait et on lavait le charbon qui provenait de la mine de Recet, toute proche d'ici. Alors ici, dans ce bâtiment, on traitait jusqu'à 400 tonnes de charbon par heure. Une quinzaine d'années après le début de son fonctionnement, le charbonnage ferme et le bâtiment n'a donc plus d'utilité. Mais il reste aujourd'hui comme une trace, un vestige de cet avènement des énergies fossiles chez nous en Belgique et puis partout dans le monde puisque c'est la première source d'énergie mondiale largement responsable du changement climatique. Et ce changement climatique, justement, c'est une des 9 limites planétaires. Une limite planétaire, c'est un seuil à ne pas franchir sous peine de bouleverser les équilibres de la planète. Comparé à l'âge de l'univers, celui de l'humanité est ridicule. On pourrait ramener ça sur une année. Si le cosmos est né un 1er janvier, notre galaxie n'apparaît que le 12 mai. Le système solaire arrive le 2 septembre, suivi de près par la vie. Et Homo sapiens, bien plus tard, vers 23h48, au soir du Nouvel An. Il fonde Athènes et Rome à 23h59 et 53 secondes, et dans la toute dernière seconde de l'année, il y a les Lumières, l'industrialisation ou encore la conquête de la Lune. Mais dans cette toute petite seconde, l'humanité a réussi à tout bouleverser. Les scientifiques ont établi 9 critères de santé de la planète, et 5 se portent mal. Les plus connus sont le changement climatique et la crise de la biodiversité, et les 3 autres, c'est le changement d'occupation des sols, la perturbation des cycles du phosphore et de l'azote, et enfin le petit dernier franchi cette année, le trop-plein de produits chimiques dans l'environnement. Et pour les 4 dernières limites, nous sommes en alerte. Il s'agit de nos réserves d'eau douce, des océans qui deviennent de plus en plus acides, des particules fines dans l'atmosphère et enfin de l'intégrité de la couche d'ozone. Bref, en une seconde, tout a dérapé. Et si l'homme veut encore rester sur cette ligne du temps, il devient urgent de remettre l'environnement au cœur des politiques de développement. Alors, on change ? Alors Caroline, elle est biologiste, elle est professeure en écologie terrestre à l'UCL et son combat, c'est d'alerter sur l'urgence d'agir pour maintenir la vie sur Terre. Bienvenue chez moi. C'est un bâtiment qui servait au lavage et au triage du charbon qui venait de la mine de Recet qui est un tout petit peu plus loin d'ici, mais qui n'a pas servi très longtemps en fait, à peine une quinzaine d'années. Bon alors toi t'es scientifique, mais pas juste scientifique, t'es une scientifique engagée. T'estimes que face à l'urgence actuelle, on n'a plus le droit de se taire. Mais oui, quand j'ai vu la sortie du rapport sur la crise de biodiversité en 2019, qui annonçait qu'on allait perdre 10% des espèces dans les 30 ans, c'est-à-dire 1 million d'espèces, j'ai paniqué. Et je me suis rendu compte que mon rôle de scientifique, c'était aussi de sortir de mon bureau, de présenter les données autrement et d'expliquer à un maximum de gens, en tout cas ceux qui le souhaitent, ce qui se passe vraiment et quelles sont les conséquences. Alors Caroline, toi tu travailles plus spécifiquement sur une des 5 limites planétaires qui ont déjà été franchies, c'est l'érosion de la biodiversité. Comment on sait que le seuil a été dépassé ? Donc en fait on le sait parce qu'on utilise des indicateurs sur des espèces encore vivantes dont on voit que ces indicateurs sont en train de se cracher. Donc d'une part, le nombre d'individus qui représentent une espèce, on a perdu 70% des individus sur les 50 dernières années, pour la plupart des espèces qu'on mesure. Et l'autre chose, c'est la surface d'espace qu'elles occupent, ces espèces. On a perdu la moitié de la surface. Et donc on sait qu'à très court terme, ces espèces vont disparaître. L'espèce humaine, elle se porte plutôt bien par contre. Ah oui, ça c'est l'exception. L'espèce humaine se porte très bien, ainsi que les espèces dont on se nourrit. Mais ce sont les dernières espèces de grande taille qui survivent et vraisemblablement ce sursis est de faible durée. Parce que dans les crises d'extinction majeures précédentes, comme par exemple à la fin du Crétacé, il y a 65 millions d'années, on a perdu toutes les espèces de grande taille, dont les dinosaures. Est-ce que le problème finalement, Caroline, c'est pas qu'on soit trop nombreux sur la planète ? Non, ça c'est vraiment un faux problème. Le problème est en fait qu'on a essentiellement des crises environnementales qui sont générées par nos patterns de consommation. Et ces patterns de consommation ont été produits par des populations dont la démographie, la natalité a été stabilisée ces dernières décennies. Donc c'est l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Australie. Alors que les pays où la natalité est encore élevée, n'ont absolument pas contribué aux crises environnementales. Un Éthiopien n'a
ne polluent que 1000 fois moins qu'un Américain, par exemple. Et ce n'est pas ces personnes-là qui sont responsables, en dépit de leur natalité, des problèmes climatiques ou de biodiversité. Caroline, parmi les gens qui nous regardent, il y a clairement beaucoup de personnes qui ont déjà adopté toute une série de petits gestes au quotidien, des éco-gestes. Et c'est assez impressionnant de constater que tous les comportements ne se valent pas. Il y a des gestes qui valent plus que d'autres. Oui, et effectivement, il y a des moments clés dans la vie où en fait, il y a certaines décisions qui vont influencer tout le reste. Et cette décision, c'est notamment son lieu de vie. Choisir un lieu de vie qui va vous permettre en fait d'utiliser la mobilité des transports en commun, l'énergie qui sera partagée entre des logements par exemple conjoints, va vous libérer en fait un budget gigantesque, va vous permettre de diminuer votre empreinte écologique quant aux ressources fossiles et va libérer aussi du temps pour par exemple, au lieu de passer son temps dans la voiture, avoir du temps pour cuisiner, par exemple, végétarien. Et c'est vraisemblablement la principale réponse à apporter, c'est d'organiser l'espace pour qu'un maximum de gens partagent des ressources en ville et libérer les campagnes pour restaurer de la place pour la nature. Tu parlais d'alimentation juste avant, là aussi, c'est vraiment un point clé sur lequel on peut jouer. Oui, l'alimentation, en fait, c'est sans doute le principal problème sur lequel on peut agir tout de suite. Donc 10% de notre empreinte, en fait, d'usage des terres, au niveau global, pour toute notre vie, c'est l'alimentation. Et donc, on remarque, en fait, que les individus qui décident de passer à un régime végétarien, si tout le monde le faisait, on réduirait de moitié la surface des terres utilisées actuellement pour la production agricole, c'est-à-dire l'équivalent, en fait, de la surface des USA. Alors on n'a pas forcément tous envie ou on ne se sent pas forcément capable de devenir végétarien. Mais ça, tu le dis aussi, on peut simplement réduire, ça a déjà un impact très important. Dans une étude très intéressante qui fait le lien entre santé, climat et biodiversité, on voit que passer à un mode végétarien partiel ou total va permettre en fait d'augmenter aussi notre espérance de vie. Et donc si on réduit notre régime alimentaire qui est pour le moment de 100-120 grammes de viande par jour et par personne à quelque chose comme 50 ou 30 ou 20, parce qu'eux conseillent moins de 20 grammes de viande par jour et par personne, eh bien on va pouvoir espérer vivre en moyenne 6 ans plus longtemps. Et on va aussi réduire globalement la mortalité d'environ 11 millions de personnes par an, ce qui est quand même 11 fois plus que les décès associés au sida, par exemple. Alors pour terminer, peut-être Caroline, parfois quand on parle de transition, on se dit que, ok, avec les gestes qu'on doit adopter, le climat ambiant, enfin, on est juste dans une somme de restrictions, on est un peu morose face à la situation, et c'est pas du tout l'état d'esprit que tu veux faire passer, toi. Non, pas du tout. Je pense qu'en fait, il faut objectivement regarder les données. On est dans un siècle où on n'a jamais eu accès à des données comme on a accès actuellement. Et donc notamment, on a les 17 objectifs de développement durable qui quantifient les démarches à entreprendre d'ici 2030 pour assurer toute une série de stabilisation, notamment des crises environnementales. Et là, on voit quand même qu'en 200 ans, on a fait diminuer, pratiquement disparaître l'analphabétisme, on a diminué par 10 la mortalité des enfants, on a augmenté l'espérance de vie, on a augmenté l'accès à l'éducation, mais de façon drastique. Donc en fait, on est très compétent. Il faut accepter de regarder les données et d'agir en conséquence. Donc tout n'est pas fini. Pas du tout. Il faut continuer à agir et en tout cas dans Alors on change, on continue à mettre en avant des initiatives qui ont du sens, qui peuvent changer la donne. Ce qui est important maintenant de comprendre, c'est qu'on n'a qu'une seule planète et que cette planète, on peut la voir comme une pomme. Plus on mange de quartiers de pommes maintenant, moins il en restera en fait pour les générations futures. Et donc on est à l'heure de prendre des choix drastiques mais potentiellement très rapides sur l'utilisation en termes de mètres carrés de surface de terre sur nos choix de vie pour maintenir un niveau de vie, un confort de vie important pour nous et pour nos descendants dans les prochaines décennies.